BFM Business et CB News présentent Hebdocom, Rebecca Blanc-Lelouch. Bonjour à tous et bienvenue dans Hebdocom. Au sommaire de cette émission, Emmanuel Macron dans les rencontres du Papotin. On reçoit aujourd'hui le réalisateur télé et le producteur de ce programme hors norme, Tristan Carnet. Bon démarrage pour l'offre avec pub sur Netflix. Julien Casqui nous donnera les chiffres dans son journal. Et puis on termine avec cette question. Avez-vous été convaincu par les excuses de Noël Le Graët? Pourquoi ne parle-t-on que de la Fédération française de foot? Harris Interactive a réalisé ce sondage pour BFM Business et pour Tilder. Réponse dans un instant. Voilà le programme. Hebdocom, c'est parti, ça commence. BFM Business, Hebdocom, l'invité média. Comme chaque semaine, je suis accompagnée de Frédéric Roy, rédacteur en chef CB News. Bonjour Frédéric. Bonjour Rebecca. Et de notre journaliste BFM Business, Julien Casqui. Bonjour Rebecca. Bonjour Julien. Avant de commencer, je voudrais qu'on écoute quelques extraits des rencontres du Papotin. Je vais te demander, toi, c'est Gilles Lelouch. Tu sais pas qui c'est, Gilles Dupré? Non. C'est qui? Quelqu'un que j'invente. Alors, tu vois, je pouvais pas le connaître. Adulte, jamais. Pour ne pas risquer un râteau avec une femme. Adulte, jamais. Pour que mes parents ne meurent pas. Est-ce que des fois ça vous heurte qu'il y a des gens qui vous critiquent? Ouais, ça me heurte. Alors après, ça dépend. Ça dépend si tu es de bonne humeur, de mauvaise humeur, fatigué, pas fatigué. Et c'est là que que parfois tu réagis un peu durement, que tu peux être perçu comme arrogant ou dur parce que tu te bats ou tu réponds. Samedi dernier était diffusé le 4e épisode des rencontres du Papotin, juste après le journal de Laurent Delahousse, avec Emmanuel Macron en invité, programme dans lequel des journalistes atteints d'autisme interrogent des personnalités. Tristan Carnet, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes un des plus grands réalisateurs du paysage audiovisuel français de ces 20 dernières années. Vous réalisez quasiment, c'est vrai, tous les grands prime time de TF1, de France Télé, la Starac, le Téléthon, Quotidien, les Energy Music Awards, les Césars. La liste est un peu... The Voice, mais la liste est un peu trop longue pour qu'on la fasse en entier là maintenant. Parce qu'aujourd'hui, vous venez en tant que producteur. Oui. Vous avez cofondé en 2015 Kiosco TV. Absolument. Et c'est une filiale du groupe Éléphant, je le précise. Et vous produisez donc, parmi d'autres programmes, les rencontres du Papotin depuis septembre. Absolument, avec Eric Toledano et Olivier Nakache. Ça a été une idée des deux réalisateurs, c'est ça? Oui, en fait, ils étaient très proches des associations qui créent le Papotin, parce qu'ils les avaient rencontrés lors du tournage et de la préparation du film Hors Norme. Et en fait, Eric Toledano... un jour me dit, écoute, c'est formidable ce journal qui donc existait depuis 30 ans en version papier. Et il m'a dit, est-ce que tu veux pas essayer de réfléchir à une adaptation pour la télévision? Et donc c'est ce qu'on a fait avec Clément Chauvin, mon associé. Et voilà, avec Jérôme Lamant, qui est aussi un producteur génial qui travaille chez Quad, chez Eric, avec Eric et Olivier, on s'y est mis. On a tourné 2 pilotes. Et puis, on a trouvé cette forme qui était très belle parce qu'on tourne ça à l'Institut du Monde Arabe avec une lumière du jour très naturelle, très brute de décoffrage. La technique à vue, c'est formidablement réalisé par Henri Poulain parce que pour le coup, je ne la réalise pas. J'aime bien quand je suis producteur d'abord faire bosser d'autres réals et puis surtout avoir un regard un peu lointain. Donc j'ai besoin de me prendre le recul. Et Henri a fait ça formidablement bien. Et puis c'est comme ça que l'aventure est née. Est-ce que ça a été facile de convaincre Emmanuel Macron ? Ça a été assez facile. Ça a été assez facile. D'abord, c'est à la demande de la rédaction du Papotin, parce que c'est eux qui choisissent les invités. C'est-à-dire, ils ont une liste d'invités comme ça qu'ils ont écrite et avec des gens qu'ils ont vraiment envie de recevoir. Parmi eux, il y avait le président de la République. Il faut savoir qu'ils l'ont déjà reçu 2 fois. Le Papotin, la version papier du journal, avait reçu Nicolas Sarkozy et Jacques Chirac. Absolument. Donc c'est le 3e président qui vient se prêter à l'exercice. Mais là, on passe quand même dans un complètement autre format qui est en télé. Là, ils sont filmés, donc c'est... Ils sont filmés, donc c'est vrai que ça rend l'exercice un peu différent, mais on les laisse... le dispositif fait qu'en fait, ça se passe un peu comme ça se passait pour le journal, c'est-à-dire l'invité entouré comme ça des journalistes, modéré par Julien Bancillon qui fait ça formidablement bien aussi. Mais donc voilà, à part le côté joli de cette lumière naturelle, on voulait vraiment le moins d'artifice possible. On ne voulait pas être en studio.
On voulait pas qu'il y ait un surplus de lumière, on voulait pas qu'il y ait... Voilà, donc les caméras se fondent dans la rédaction comme ça. Il faut savoir aussi qu'on tourne sur un temps assez long, puisqu'on tourne en moyenne 2h30. Et que, voilà, de ces 2h30, on compresse ça pour en faire un programme de 30 minutes et garder un peu l'essentiel. On va y revenir sur le tournage. Est-ce qu'on pourrait avoir un peu les coulisses de comment voilà, l'avenue d'Emmanuel Macron s'est organisée, son rapport avec sa com ? Bah absolument. Écoutez, donc la rédaction du Papotin souhaitait le recevoir. Nous, on a transmis la demande à l'Élysée. Ouais. On a été en contact assez vite avec Frédéric Michel. Ouais. Et puis voilà, assez vite, ils nous ont dit que ça pouvait intéresser le président. On a calé une date et cette date n'a quasiment pas bougé. Je crois que d'ailleurs, elle n'a pas bougé du tout. Entre le moment où elle nous a été donnée, on va dire début septembre, et le tournage qui a eu lieu en novembre. Et à quel point ils ont été exigeants? Est-ce qu'ils ont demandé à avoir un droit de regard sur le montage après? Ils n'ont eu aucune demande. C'est-à-dire qu'en fait, nous, ça faisait aussi partie de... C'est une rédaction, c'est des journalistes, le temps de ce journal. Et donc, imaginez-vous aussi que moi, je vous demande un droit de regard sur cette interview, de vous dire, je voudrais qu'on coupe ça, qu'on garde ça, etc. Après, si je gêne pas. Oui, non, mais regard, un droit de relecture, c'est possible. Mais là, en tout cas, il n'y a pas eu de demande de l'Élysée, ni sur les modalités du tournage, de changer les modalités du tournage, parce que on voulait absolument que ce soit dans le dispositif qui existait. On ne voulait pas perturber le tournage et se déplacer, je sais pas, à l'Élysée. On aurait pu tourner ça à l'Élysée, mais ça aurait rendu le truc différent. J'ai lu qu'il y avait un petit peu plus de sécurité. Oui, il y avait un peu plus de sécurité. Et on a tourné un lundi, jour où l'Institut du monde arabe est fermé. Mais on avait proposé 3 ou 4 dates au départ, dont des jours ouvrés. Et ça aurait pu se faire aussi une date de jour ouvré, mais voilà, c'est comme ça. Donc pas de droit de regard non plus au montage. Pas de droit de montage et même pas d'avis de la part de l'Élysée donné pour une date de diffusion. Pas dans un plan de com. Nous, on a dit, voilà, on va choisir avec France Télévisions, évidemment, le diffuseur. C'est lui qui choisissait la date de diffusion, mais on a dit, ça va être diffusé à telle date, et ça a été diffusé à telle date. Donc, presque 5 millions de téléspectateurs sur France 2, 22,5% de part d'audience. C'est un très beau score mérité. Est-ce que c'était votre objectif ? L'objectif, plus que le score, c'était de faire découvrir l'émission. C'est-à-dire qu'on avait fait des très bons scores sur les 3 premières avec Gilles Lelouch, Camille Cotin et Julien Doré, 3 émissions qui sont en replay sur le site de France TV. Non, mais je le dis parce qu'on nous a demandé beaucoup si on pouvait les voir. Elles sont bien en replay sur le site de France TV.fr. Heureusement. Heureusement. Donc on avait fait des très bons scores. Il faut savoir aussi qu'on vient se mettre dans une case qui est très porteuse, puisqu'on prend l'antenne une fois par mois à 20h30 dans la case de Laurent Delahousse, qui est une très très belle case, portée par le journal de Laurent avant. Mais plutôt que d'imaginer un chiffre avec l'émission du président de la République, on a imaginé que ça mettrait un coup de projecteur sur le programme et surtout sur l'association et le journal Le Papotin. Donc vous n'avez pas une idée approximative des audiences de la consommation en replay? Non, pas sur cette émission-là, parce qu'on va avoir les chiffres soit demain, vendredi, soit lundi. Et ce que moi, je voudrais savoir, c'est, évidemment, combien on a de replays sur l'émission du président de la République, mais aussi savoir si ça a mis un coup de projecteur sur les 3 précédents. Sur les autres. Ouais. Et du coup, c'est quoi après? Quand on a eu le président de la République, on vise quoi? Franchement, là, je peux vous dire, le prochain invité, c'est Josiane Balasco. Donc voilà, on est en train de programmer encore 3 autres émissions après. Mais c'est la diversité de la vie, c'est-à-dire que ça peut être des sportifs, ça peut être un astronaute, ça peut être des chanteurs, peut-être d'autres politiques demain. C'est la continuité. Mais encore une fois, nous, producteurs, on se met en contact avec les invités, mais c'est la liste qui est un petit peu aussi érigée par la rédaction du Papotin. Ouais. Vous qui connaissez mieux que personne la télé, comment vous percevez ce qui se passe depuis quelques années pour la télé? Comment elle va évoluer, cette consommation qui change sans cesse? Moi, j'ai l'impression que ça reste quand même un lieu de rendez-vous de partage. Enfin, les émissions. Le linéaire. D'accord. Ça reste. Enfin, oui, parce que j'ai la chance de faire avec le groupe TF1 des très belles émissions qui sont avec des audiences plutôt très très bonnes. Comme le retour de la Starac. Le retour de la Starac, une preuve du succès du linéaire. Oui, absolument. Et je pense que évidemment, il y a
Les événements sportifs, ça, on va les mettre de côté parce que, évidemment, on est tous rassemblés devant une Coupe du Monde de foot, surtout quand on vit des finales comme celle qu'on a vécues. Est-ce que c'est pas l'exception qui confirme la règle? Non, parce que les audiences, je vous dis, les audiences des différents programmes que je peux réaliser, notamment pour ce groupe, ou même l'audience du Papotin sur cette diffusion du Papotin avec le président de la République, montrent que ça reste quand même un lieu de convergence d'un public qui a envie de partager, qui oui, évidemment, va plus consommer en replay et sur son ordinateur et sur son téléphone pour ce qui est de la plus jeune audience, mais ça reste quand même, je pense que par exemple sur une émission comme The Voice ou la Starac, je sais pas, il y a un partage d'émotions qui se fait en direct et voilà, on le ressent en tout cas dans ce qu'en dit le public, quoi. Et un petit mot pour terminer, c'est quoi la suite pour Kiosco TV? On a évidemment hyper envie de continuer à être inventif sur des programmes, donc on réfléchit beaucoup à... Ce qui est sympa avec cette société de production, c'est que je produis des choses qui ne sont pas forcément ce que je réalise. Je réalise beaucoup de gros prime, beaucoup de direct. J'aime énormément ça, c'est le cœur de mon métier. Mais j'aime beaucoup, avec cette casquette de production, inventer des formats comme le Papotin. Donc on réfléchit à des formats comme ça. Et puis évidemment, on continue à réfléchir. On produit d'autres choses. On produit une émission pour les enfants. Et des formats pour Netflix un jour? Ouais, les plateformes, évidemment, on est en contact avec eux, bien sûr. Pour terminer cette interview, c'est l'heure de passer au questionnaire de Julien Casqui. Donc, c'est 10 questions en rafale, 2 minutes. Ouais. C'est bon pour vous? Je suis très mauvais à ce jeu-là, mais... non, on va quand même le faire. J'espère que ça ne va pas être trop plat, ce que je vais dire. Mais bon. Allez, c'est parti, on y va. On lance le chrono, c'est parti. Votre réseau social préféré? Instagram. Le matin, sur quel média vous informez-vous? France Inter. Votre animateur ou animatrice préférée? Dur. Allez. Ça, c'est dur. Allez. Non, mais franchement, c'est dur. C'est pas une langue de bois, c'est que... Allez, Nikos. Nagui, Nikos. Ne donnez pas des réponses, laissez-les répondre. J'imagine. Un bon animateur ou animatrice de télé, c'est quelqu'un qui c'est quelqu'un qui sait, qui écoute. C'est un peu le même métier que réalisateur, il faut savoir écouter. On pense que c'est une gestion d'image, mais c'est beaucoup une gestion d'écoute de réaliser. Et je pense que pour un animateur, c'est exactement la même chose. Et un bon réalisateur justement de télé, c'est quelqu'un qui écoute. Qui écoute. Absolument, il faut écouter, parce que si on peut rien filmer si on n'écoute pas ce qui se passe sur un plateau. The Voice ou la Starac? Je vous avais demandé s'il y avait des questions fiables. Franchement, les deux. À 55. Si vous étiez The Voice, parce qu'il y a une histoire très longue avec l'équipe de The Voice, c'est une vraie famille. Starac, parce que ça a été une nouveauté dingue et que c'était très, très, très sympa à faire. Si vous étiez une émission de télé, ce serait laquelle? Le Papotin. Les 3 ingrédients pour faire une bonne émission de télé de divertissement. Si vous avez 3 ingrédients. Évidemment, de l'humeur, du rythme. Pas trop, hein. Moi, je suis pareil pour la réalisation. J'aime pas les changements de plan trop rapides. Donc, je trouve que être dans le rythme, ça veut pas dire forcément aller vite, mais l'humeur, le rythme, l'intelligence. Et le programme qui manque aujourd'hui dans le PAF? 25 secondes. J'ai l'impression qu'il y a un peu tout, mais il manque toujours ce qu'on n'a pas inventé. Mais c'est quoi? Il manquait le Papotin. Aujourd'hui, si on enlevait le Papotin, il manquerait. Donc je pense qu'il manque une émission qu'on n'a toujours pas inventée. Un mot pour qualifier la télé d'aujourd'hui? Inventive, vivante. Et Rebecca? Et puis pour terminer, est-ce qu'il y a une question qu'on ne vous a pas posée que vous auriez aimé qu'on vous pose? Non, c'était, je trouve, une très bonne interview. J'espère, en tout cas, les questions étaient bonnes. Je ne sais pas si les réponses l'étaient, mais les questions étaient bonnes. Merci beaucoup. Merci Tristan Cardet d'avoir été sur notre plateau. C'est parti pour le journal de Julien Casqui. BFM Business, Hebdocom, le JT de la com. Bon démarrage pour l'offre avec pub sur Netflix. Le pari semble réussi, Julien. 1,4 million de clients se sont abonnés à cette nouvelle offre en France, lancée en novembre. Et plus de la moitié d'entre eux n'étaient pas clients de Netflix auparavant, selon l'étude NPA Conseil. Netflix bat un nouveau record en France. Un foyer sur 3 est abonné à ses services, toute offre confondue. 12 000 nouveaux slogans ont été créés l'année dernière. Inflation, crise énergétique, transition écologique. Voilà les sujets qui ont inspiré les publicitaires. Vous en parlerez avec Frédéric Roy tout à l'heure, mais parmi les mots les plus utilisés, on retrouve petit et prix, qui sont d'ailleurs souvent associés. Si je vous dis, Rebecca, toujours plus de petits prix, c'est quoi? Kiabi.
qui habille exactement. Le mot qui connaît la plus forte progression de l'année, c'est le mot solution, utilisé par exemple par Engie. L'usage des mots France et français témoigne aussi d'un retour au local pendant que la présence de l'anglais recule. La Coupe du Monde de rugby organisée en France en septembre cette année ne sera pas exclusivement diffusée sur TF1. Et TF1 revend les droits télé, revend 28 matchs à France Télé et M6. France Télévisions récupère 10 matchs, M6 18 matchs et pour chacun des deux groupes, un quart de finale. TF1 retransmettra quand même les 3/4 des rencontres et notamment le match d'ouverture France-Nouvelle-Zélande. Lors du dernier mondial, la chaîne avait décidé de diffuser la totalité du tournoi. La consultation publique du gouvernement pour réguler le secteur de l'influence a démarré lundi dernier et l'occasion pour l'agence Reach d'interroger les Français sur leur rapport aux influenceurs. Un tiers des Français regardent, suivent au moins un influenceur pour s'informer ou se divertir et près d'un quart leur font confiance lors de leur acte d'achat. Parmi les partenariats préférés, on retrouve les codes promo, les jeux concours et puis bien sûr les placements de produits. Enfin, les Français considèrent en majorité qu'un influenceur a le devoir d'agir sur l'environnement et l'égalité homme-femme. Meta veut désormais montrer patte blanche. Le groupe va réguler la publicité adressée aux adolescents sur Facebook et sur Instagram. Il supprime la donnée sur le genre pour les adolescents. Concrètement, à partir de février, les marques ne pourront plus demander à Instagram, à Facebook de s'adresser à un jeune homme ou à une jeune femme. Ils pourront uniquement s'appuyer sur l'âge ou le lieu. Les historiques aussi des adolescents, les likes, les publications ne seront aussi plus utilisés pour de la pub ciblée. Et puis, comme d'habitude, on termine par notre campagne chouchou, par la campagne validée par Hebdocom. Et cette semaine, c'est celle de la start-up de lardons végétaux, La Vie. Je ne sais pas si vous en mangez. En tout cas, on peut la voir dans le métro parisien avec un slogan. Alors, je vous le livre. C'est un juif, un viandard, un musulman et un vegan à la même table. Et ce n'est pas une blague. Fin de citation. La start-up souhaite ainsi rassembler toute obédience confondue autour d'un même repas. Mais ce n'est pas du goût de tout le monde puisque ces affiches ont été vandalisées avec des insultes racistes ou antisémites. La start-up a donc revandalisé ses propres affiches pour remettre chacun à la même table. Et cette campagne a été imaginée par Buzzman, qu'on adore. Frédéric, vous en pensez quoi? C'est bien de persister. C'est vrai qu'il devait probablement anticiper, parce que quand on fait une campagne comme ça, on sait que ça va faire réagir, mais ils ont très bien réagi et c'est bien. Merci Julien pour le journal. C'est parti pour le Focuscom. BFM Business, Hebdocom, le Focuscom. Noël Le Graët, président de la Fédération française de foot, a donc été mis en retrait par son comité exécutif ce mercredi. Cette mise en retrait fait suite à plusieurs choses, notamment la façon dont il a parlé de la prolongation du contrat de Didier Deschamps et du non-choix de Zidane en tant que sélectionneur de l'équipe de France. Il est également accusé de harcèlement sexuel par l'agente Sonia Swede et soupçonné de méthode managériale autoritaire. Petit rappel, il s'était exprimé au micro de RMC dimanche dernier et s'est excusé le lundi dans un communiqué. Avez-vous été convaincu par ses excuses et par ses explications? Et la réponse est non à 78%. Harris Interactive a réalisé ce sondage pour BFM Business et pour Tilder. Loïc Braillet, bonjour. Bonjour. Vous êtes rédacteur en chef adjoint du foot à RMC Sport. Jean-Xavier Arnaud, bonjour. Bonjour. Vous êtes associé chez Tilder. Loïc, cette réponse est un non évident à 78%. Pourquoi personne n'excuse Le Graët? Qu'est-ce qu'il aurait dû faire, pas faire de différent? Je pense que les gens ne l'excusent pas parce que c'est une accumulation. Si ça avait été sa première sortie de route médiatique, à la limite, on a tous droit à une deuxième chance. Le problème, c'est que là, on a une accumulation qui est accablante pour Noël Le Graët. Et là, je pense sérieusement que c'était la goutte d'eau de trop pour tout le monde, pour le monde politique, pour le monde du football et pour l'opinion publique qui ne souhaite plus qu'une seule chose maintenant, c'est le voir quitter définitivement la Fédération française de football. D'une, on ne parle pas comme ça d'une légende comme Zinedine Zidane sur un média national comme RMC. De deux, c'est la moindre des choses, même si c'était sa prérogative de gérer
personnellement l'avenir de Didier Deschamps, son contrat, l'aspect financier, celui de son staff technique, pas de souci, mais la moindre des choses, c'est au moins d'en informer son comité exécutif, sans forcément demander son aval, mais au moins de faire cet effort de communication. Et puis ensuite, il y a toutes les affaires beaucoup plus graves, finalement, et toutes les accusations qu'on lui porte concernant son non-respect de la gente féminine, tout simplement. C'est quand même étonnant que ça passe en second plan. Jean-Xavier Arnaud. Ce qui est intéressant, je trouve, c'est que la violence de la réaction de l'opinion, qui est quand même assez claire, c'est unanime, hein. Assez unanime, traduit en fait que les dirigeants d'organisations sportives sont passés maintenant au même niveau que les dirigeants de grandes organisations type entreprise ou de dirigeants politiques, s'agissant de l'exigence d'exemplarité de la part de l'opinion. Je ne suis pas certain qu'il y a quelques années la chose aurait été aussi violente. Aujourd'hui, vraiment, il n'est pas acceptable qu'un dirigeant, en effet, connaisse cette accumulation de casseroles. Je pense que là, on peut y aller les choses comme ça. D'ailleurs, on remarque que, même si la question n'a pas été posée, évidemment, parce que ce n'était pas le sujet, mais les deux grands sports collectifs français aujourd'hui connaissent une situation similaire, pour des raisons différentes, hein, évidemment. Mais Bernard Laporte également est en retrait. Pour le coup, c'est des affaires judiciaires. Le Gret également, d'autres raisons. Je voudrais juste souligner également une autre chose dans le cas de Noël Le Graët. Très souvent, on pense que des dirigeants, et là encore, entreprises ou organisations de ce genre-là, peu importe, tombent pour des fautes de gestion, tombent pour des fautes de management. Il y en a eu dans le cas de Le Graët, c'est certain. Mais je note quand même que ce qui a vraiment déclenché la chute de Noël Le Graët, c'est une faute de communication. Alors, une majeure qui a été visible tout de suite, c'est le cas Zidane. Ouais. Une qui avait peut-être été moins remarquée au départ et que Loïc a très bien souligné, c'est la manière dont a été communiquée la prolongation de Didier Deschamps, qui pour le coup en interne dans la fédération a, je pense, évidemment fait crisser les dents et a des conséquences aujourd'hui. Frédéric ? Pour en revenir à Noël Le Graët, à partir du moment où il avait fait sa sortie sur Zidane, dont on peut se demander si c'est presque pas je sais pas, c'est un acte manqué en psychanalyse, parce que quand on dit ça en France, ça pouvait forcer. Qu'est-ce qu'il pouvait faire ? Parce que 78% qui ne croient pas à ses excuses ou qui les considèrent pas comme sincères, c'est mort. Il fallait qu'il se taise ou qu'il parte tout seul ou... Je pense que sa réponse immédiate, qui est finalement de s'excuser assez rapidement par un communiqué, est la bonne, certes, mais elle ne suffit pas à rattraper. Enfin, je ne pense pas qu'il y avait de possibilité pour lui de rattraper la chose. C'est ça. Si je devais faire de la psychologie, forcément un peu faiblarde, mais je pense que Noël Le Graët a été dans un moment où il était persuadé d'être protégé par la force du résultat sportif. Ouais. Et c'est vrai que le bilan sportif des équipes de France sous l'ère Le Graët, il est excellent, et de manière très récente encore, avec la présence en finale de l'équipe de France. Je serais tenté de dire que c'est peut-être ce qui a amené à une forme de propos décomplexés. Et il a toujours eu cette habitude, Noël Le Graët, d'avoir ce type de propos un petit peu dans l'ironie, mais tout en attaquant. Il s'est trouvé à l'antenne sur RMC, et mes confrères ont légitimement posé la question sur Zinedine Zidane. Oui, c'est pas une question piège. Mais non, il aurait pu faire de la langue de bois là, et pour le coup, on l'aurait accepté sans problème, parce qu'il était en cours de négo ou en cours de finalisation de la discussion avec Didier Deschamps. Et encore une fois, on parle d'une légende, on ne parle pas de quelqu'un de lambda, Zinedine Zidane. Et là, il a qu'il était à l'antenne. Exactement. Alors, peut-être pas qu'il était à l'antenne, mais qu'il se sentait peut-être tellement intouchable, pour reprendre ce que vous disiez, que bon, allez, on va attaquer un petit peu la légende, et puis ça va passer crème, entre guillemets. Et ben non. Il est dans un excès de confiance, finalement. Pour terminer, pourquoi tant d'engouement et d'émotion dès qu'on parle de Zidane ? Pourquoi c'est si unanime, et pourquoi le harcèlement sexuel passe en second plan ? Parce que c'est complètement ça qu'on ressent aujourd'hui. Alors, c'est une vraie question, et j'ai pas forcément la réponse à cette question, mais c'est une vraie curiosité, et pourtant, Dieu sait si nous, en tout cas à RMC Sport, on en a parlé des affaires de harcèlement sexuel de Noël Le Graët. On a essayé de faire témoigner d'ailleurs des anciennes salariées. Le problème, c'est qu'il n'y a personne, et la première a été Sonia Swede ces derniers jours sur BFM TV et dans l'équipe, à prendre la parole à visage découvert. Nous, on a eu des échos en off, comme on dit, donc les personnes qui ne voulaient pas apparaître, mais personne n'avait le courage, entre guillemets, de parler, de dénoncer les choses. Et Zidane, encore une fois, la place de Zidane dans la société française dépasse tellement le cadre du foot que là, ça a tout fait exploser au niveau... Très rapidement. De la même manière, je trouve que la réponse est dure
dur à porter de manière certaine, mais oui, ce qui est évident, c'est que quand on voit que c'est un propos sur Zidane qui déclenche finalement la chute de Noël Le Graët, oui, la place de Zidane dans l'opinion, on savait qu'elle était importante, je pense qu'on l'avait peut-être même un peu sous-estimée quand on voit les résultats du sondage et les résultats pour Noël Le Graët de cette parole malheureuse. Merci beaucoup Jean-Xavier Arnaud, vous êtes associé chez Tilder. Merci Loïc Braillet, vous êtes rédacteur en chef adjoint au foot à RMC Sport. C'est parti pour la chronique de Frédéric Roy. BFM Business, Hebdocom, la chronique média. Frédéric, vous vous êtes intéressé au mot de la semaine, au mot de la pub cette semaine. Oui, donc comme en parlait tout à l'heure Julien, au mot MOTS, hein, pas les mots. Mal. Voilà, exactement. Parce que le 11e Observatoire des slogans a publié ses résultats sur l'année 2022, 12 000 slogans, ce qui est quand même tout à fait impressionnant. Le slogan, c'est donc ces petites phrases qui permettent aux marques de se distinguer ou de faire distinguer leurs produits ou leurs services. On s'intéresse à la tonalité de ces phrases. On remarque d'abord un fort engagement RSE, pas extrêmement surprenant. Tout est éco. Il y a éco-conduite, éco-rénové, éco-certifié, éco-responsabilité. On cherche aussi des solutions de toutes sortes. L'agroécologie, l'autoproduction, décarboner, replanter, dépolluant. Et puis on voit aussi apparaître des mots plutôt engagés pour de la publicité, propagande, partisan, manipulé ou lobby. Bref, on est sérieux et responsable. Et alors, quels sont les mots les plus utilisés? Alors, je vais écarter les verbes. Hein. Il y a évidemment être, faire et avoir qui sont sur le podium parce que en français, on s'en passe difficilement. Nouvelle arrive en 4e position devant bon. Ensemble, qui était très présent en 2020-2021, recule cette année, ce qui peut être un signe que la crise sanitaire est en train de se refermer, en tout cas du côté de la pub. Curieusement, bio recule. On pourrait penser le contraire, mais c'est prix qui monte. Donc ça, là aussi, c'est un signe des temps. Ça veut dire qu'on est plus inquiet du prix que de la qualité de ce qu'on mange, quoi. Bon, tout ça, c'est très sérieux. Il n'y a pas un peu de légèreté quand même dans ces slogans? Mais si, heureusement, c'est de la pub quand même. On est là pour sourire un peu. Je vous en livre quelques-uns avec plaisir, en commençant, puisqu'on parle de livraison par Uber Eats. Uber Eats, ça arrive. Sinon, on a Burger King, il est free, il a tout compris. Free, F-R-I-T, bien sûr. On va se revoir Optique 2000, ce qui était assez sympathique. Franchouillard depuis 10 ans. Par Big Fernand. Et puis, mon préféré, tout est bon sans le cochon. La vie, signé Buzzman. On a parlé tout à l'heure de Buzzman. Encore voilà. Buzzman, toujours Buzzman. Absolument. Merci Frédéric, merci à tous de nous avoir suivis. Rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même endroit, mais aussi en vidéo à la demande sur toutes nos plateformes. Très bon week-end sur BFM Business. Hebdocom sur BFM Business.